Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. Le haut représentant et envoyé spécial du chef de l'État, Kitenge Yezu, a été inhumé ce jeudi à Nécropole entre ciel et terre. Ces obsèques ont été organisées dans les installations de l'hôpital du Cinquantenaire en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de son épouse, Denise Nyakeru. Kibambe Somboïssa, Kazo Kazadi, Roger Dié, Dadindala ont signé ces reportages. La République démocratique du Congo vient de perdre un de ses dignes fils, le patriarche Yezu Kitenge, décédé le lundi 31 mai 2021 à Kinshasa, à l'âge de 76 ans, des suites d'une courte maladie. 10h15, levée du corps et son exposition dans l'enceinte de l'hôpital du Cinquantenaire. Une présence très remarquée parmi l'assistance, les présidents de 2 chambres du Parlement, Simon Bosso et Modeste Bahati, le Premier ministre Sama Lukonde et les membres de son gouvernement, des hauts cadres de l'UDPS et alliés et plusieurs autres personnalités qui ont tour à tour déposé des gerbes de fleurs devant le corps de l'illustre disparu. Yezu Kitenge avait été élevé au rang des hauts représentants et envoyé spécial du chef de l'État au terme d'une ordonnance présidentielle. En compagnie de son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu rendre personnellement le dernier hommage à l'un de ses proches collaborateurs au lieu des obsèques avant son inhumation. Aussitôt arrivé, le couple présidentiel s'est incliné devant la dépouille du patriarche Yezu Kitenge où il a déposé une couronne de fleurs avant de saluer les enfants, fils et petits-fils du défunt. Le couple présidentiel a été ensuite installé parmi l'assistance pour la suite de la cérémonie funéraire marquée par plusieurs allocutions de circonstances. Intervenant au nom de l'équipe forte, cellule de réflexion, d'analyse qu'a dirigé le patriarche Yezu Kitenge, François Mwamba Tshishimbi a vivement salué les qualités de père, de modèle d'engagement, de loyauté et de persévérance de l'illustre disparu. Il a assuré la poursuite sur ses empreintes de l'œuvre de soutien à l'action du chef de l'État. Le sénateur Chimbombo Mukuna a abondé dans le même sens. Il a rendu un hommage au chef de l'État pour les charges et fonctions confiées aux représentants et envoyé spécial Yezu Kitenge, des fonctions que ce dernier a mises à contribution dans la recherche de la stabilité en trouvant des solutions au bénéfice du pays. Esprit infatigable, une force morale loyale, il a concouru à la mise en œuvre de l'union sacrée de la nation, a renchéri l'orateur. Représentant de la famille politique du défunt, parti allié à l'UDPS, l'honorable Laurent Batumona a promis de ne pas se départir d'études philosophiques, des conseils sages du haut représentant et envoyé spécial du chef de l'État. Cette intelligence que les enfants du défunt garderont en mémoire. Enfin, dans son oraison funèbre, le conseiller principal du chef de l'État, Théo Tshilumba, a rendu hommage à un baobab qui vient de s'écrouler, une icône politique qui a combattu pour le changement aux côtés du patriarche Étienne Tshisekedi Wamulumba et du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la lutte contre les antivaleurs. C'est par une prière pour le repos de l'âme de l'illustre disparu que s'est clôturée la cérémonie funéraire. Le couple présidentiel s'est entretenu avec la famille biologique du patriarche Yezu Kitenge. Il s'est recueilli devant sa dépouille avant de quitter les installations de l'hôpital du Cinquantenaire. Et l'avenue chrétienne, quartier Jamaïque, dans la commune de Kintambo, fera désormais peau neuve. Le lancement des travaux relatifs à la réhabilitation de cette avenue a eu lieu hier à Kinshasa, nous dit Willy Atunakov.
C'est dans le but de lutter contre les embouteillages observés sur les avenues Benseke et Kassavubu à l'entrée de ma campagne que le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, a lancé mardi 2 juin 2021 la poursuite des travaux de réhabilitation de l'avenue chrétienne à Kintambo, Jamaïque, tronçon compris entre le pont Lunda-Bouloulou et l'avenue Grand Séminaire sur 940 mètres, travaux interrompus en 2018, faute de financement disponible. Ingénieur Victor Tumbachikela, directeur général de l'Office de voirie et drainage, maître d'ouvrage délégué, a présenté la fiche technique des travaux qui seront exécutés par l'entreprise Aaron Sefou SRL durant 45 jours sur financement du FONER, tandis que la mission des contrôles sera assurée par le BTC, Bureau technique des contrôles. Les travaux se feront par la structure classique, c'est-à-dire nous avons la couche de base qui va être en 0,80, vous avez la couche de base qui va être en 0,31 et la couche de roulement qui va être de 5 cm. Et il y aura aussi l'éclairage qui va être fait sur ces tronçons. Les travaux de construction par EAS du pont Luboudi sur la rivière Makelele devant relier les camps Luka dans la commune d'Engaliema à celle de Selembao pour déboucher sur l'avenue des Libérations, ex-24 novembre pour faire jonction avec l'avenue Landou, a aussi fait l'objet de la visite d'inspection du numéro 1 des ITP en RDC. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour nous rassurer que les travaux ont commencé. Nous disons à la population que dans maximum 60 jours, cette avenue sera asphaltée et sera fréquentable. Entre-temps, suite à sa réhabilitation en cours, l'avenue chrétienne est désormais fermée à la circulation jusqu'à la fin des travaux prévus au début du mois d'août, à en croire le directeur général de l'entreprise EAS, Aaron Sefou Kitenge. Et lancé depuis 2 semaines par le gouverneur de la province du Kasaï, les travaux de réhabilitation du pont Kasaï évoluent normalement. Suivent à présent l'arrivée des éléments de construction de ce pont en provenance de l'ex-province orientale. Eurydice Kitutu, reportage. Bonne évolution de travaux de réhabilitation du pont Kasaï. Le premier convoi des éléments constitutifs du pont est arrivé depuis le 31 mai dernier à Chikapa, à la grande satisfaction du directeur pont à l'office de route qui confirme l'avancement normal des travaux depuis son lancement il y a 2 semaines. Bernard Moutamba rassure la population de ce coin quant au respect du délai imparti pour la fin des travaux. Comme on l'avait annoncé qu'il y avait 2 éléments qui venaient de la province du Bas-Zouélé, qui étaient transportés par avion en 3 rotations. Et tous les éléments sont déjà à Kinshasa présentement. Et le premier convoi est arrivé depuis hier. Et ils vont repartir à Kinshasa pour amener d'autres. Et nous attendons peut-être d'ici la semaine prochaine, tout sera déjà sur place. Et entre-temps, nous attelons toujours à rendre un peu légère la structure pour nous permettre de commencer les travaux proprement dit. Parce que là, jusque-là, nous sommes dans les travaux préparatoires. Nous tenons au délai. Je crois que nous évoluons bien. Et il faudrait que la population puisse se tranquilliser. Et nous sommes là pour eux. Et peut-être que chaque jour, ils passent et ils voient qu'en tout cas, on ne croise pas les bras. Même les dimanches, on ne se repose pas, on travaille. Pour ne pas pénaliser la population, l'office de route avait mis en place un bac pour permettre la traversée des personnes et de leurs biens en attendant la réparation du vieux pont et la construction du nouveau. Restons dans les ITPR. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Alexis Guissaro, envisage d'effectuer dans les tout prochains jours une descente dans le Haut-Katanga en vue d'avoir une vision nette de son secteur dans cette partie du pays. Ceci ressort des échanges avec le ministre provincial des ITPR du Haut-Katanga, Didier Mumba. C'est la 2e fois que les 2 hommes se rencontrent. Le ministre d'État des ITP, Alexis Guissaro, et le ministre provincial des infrastructures du Haut-Katanga, Miguel Katem Kachal. Pendant 3 heures, le patron des ITP en RDC et l'envoyé du gouverneur Jacques Kaboula ont parlé des infrastructures dans le Haut-Katanga. À l'agenda, notamment, des routes d'intérêt national et provincial. Nous avons eu la discussion sur la route Kasumbalesa-Sakanya, qui est déjà en pleine réhabilitation. C'est 153 km et dont l'asphalte a déjà commencé. Donc cette route relie la province du Haut-Katanga à la province des Copabel
et qui relie la République démocratique du Congo et la République de la Zambie. C'est un très grand ouvrage et qui va vraiment désengorger la route, la nationale numéro 1, qui est la route Kasumbalesa-Lubumbashi. Et c'est un grand ouvrage pour le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut vraiment développer la République démocratique du Congo. Et je pense que cette route va beaucoup aider parce que c'est une route à caractère économique et aussi à caractère social. Nous avons aussi discuté sur la route Kasomeno-Kasenga qui relie aussi la République démocratique du Congo à la République zambienne via la province du Haut-Katanga et celle de Luapula, dont les travaux devaient être lancés. Mais je crois que nous sommes en train de discuter encore avec les partenaires, voir comment les travaux peuvent commencer d'ici là. Après avoir promis à son hôte l'appui du gouvernement central aux actions du gouverneur Jacques Kaboula, le ministre d'État Alexis Guissaro se rendra personnellement sur place dans la province Cuprifère afin de s'imprégner de la vision du premier des Haut-Katangais, exécuteur fidèle de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des embouteillages monstres sont observés au niveau de Saute-Mouton, de Bitabe, vers le marché de la Liberté. Qu'est-ce qui bloque l'ouverture de cet ouvrage? La population de la Tchangou se plaint et plaide pour son ouverture. Mireille Ndeke nous en parle dans ce reportage. Lancés depuis mars 2019, les travaux de construction de Saute-Mouton dans la ville de Kinshasa sont à 70% terminés. Sur les 7 ouvrages construits, celui du marché de la Liberté est visiblement prêt, mais n'a jamais été officiellement livré à la population afin d'être utilisé. La population de la Tchangou, dont cet ouvrage est bénéficiaire, plaide pour l'ouverture de Saute-Mouton de Bitabe pour éviter les embouteillages monstres observés à ces niveaux. Il n'y a pas moyen de traverser, il n'y a pas moyen de passer. Depuis que le saut de mouton a pris fin, on n'ouvre pas. Nous voulons à ce que le gouvernement descende sur le terrain pour ouvrir, lancer un mode d'ouverture afin que le passage soit calme pour éviter les embouteillages. Doléance captée 5 sur 5 par le ministre des Infrastructures qui est allé sur place. L'ouverture de cet ouvrage ne tardera plus à annoncer l'autorité. Après cette visite du site, on peut réaliser que les travaux maintenant sont terminés. Désormais, il n'y a plus que l'inauguration afin que ce saut de mouton soit accessible à tous. Apaisée par cette promesse, la population de la partie est de Kinshasa prend son mal en patience et reconnaît la fluidité de la circulation actuellement en allant vers l'aéroport. Seulement, elle estime qu'une fois le saut de mouton de Bitabe ouvert, le calvaire de la population aura pris fin. Si les conducteurs de véhicules attendent l'ouverture de cet ouvrage, ce n'est pas le cas pour le piéton qui le soir se tape le luxe de passer par milliers sur le saut de mouton, fuyant les embouteillages sur la chaussée. C'est ici l'occasion d'interpeller les autorités compétentes pour prendre des dispositions nécessaires. Et je vous propose de suivre à présent la réunion qu'a présidée la ministre d'État de la Justice, Rose Mutombo, avec la délégation syndicale sur la paix. Un agenda surchargé au ministère de la Justice, c'est avec la délégation syndicale de son ministère que Rose Mutombo a entamé sa série d'audiences du jour. Cette délégation conduite par son président David Tatina est venue solliciter l'implication personnelle de la patronne de la justice dans la paye des primes et salaires de certains agents du secrétariat général de ce ministère. Nous avons des effectifs un peu pléthoriques. Les effectifs pléthorique, mais qui n'a pas de prime, qui n'a pas de salaire. Nous avons présenté à lui qu'il soit regardant, qu'il paye ces agents-là pour que les services puissent fonctionner. La Chine veut aider la République démocratique du Congo dans la lutte contre la corruption et l'amélioration du climat des affaires, veut exprimer par son ambassadeur à la ministre d'État en charge de la justice.
Et nous sommes prêts à accompagner le gouvernement congolais à réaliser ses ambitions dans ces domaines. Où en sommes-nous avec les accords de la coopération entre la RDC et la Namibie en matière de la justice, précisément en matière d'extradition? L'ambassadeur de la Namibie en RDC qui a clôturé cette série d'audiences est venu non seulement s'en rendre compte, mais aussi solliciter l'implication de Rose Mutombo pour une mise en application rapide de certains accords en suspens qui pourront renforcer davantage le lien entre les deux pays frères. À la recherche de la main-d'œuvre qualifiée, la République démocratique du Congo a mis en place un vaste plan de construction des centres de formation. La ministre de la Formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, a eu tour à tour des échanges avec le représentant de la JICA et une entreprise chinoise. Cédric Enina, reportage. La JICA, l'Agence japonaise de coopération internationale, un partenaire de taille dans la formation professionnelle en RDC. Son représentant, reçu par la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou, a réitéré la volonté de la JICA d'accompagner ses ministères en entrevoyant la possibilité de construire des centres de formation, les équiper tout en assurant la formation des formateurs pour une main-d'œuvre qualifiée. Nous avons aussi échangé sur la politique et stratégie de ce domaine de formation professionnelle, comment plusieurs ministères collaborent avec la coopération japonaise. Avic INTL, une entreprise publique chinoise spécialisée dans l'aviation, la technologie informatique, les infrastructures, notamment la construction des chemins de fer, mais aussi reconnue dans la formation professionnelle, porte son intérêt sur le projet commun dont le protocole a été signé en 2020 et qui porte sur la construction des centres de formation modernes dans 4 sites. Kinshasa, Kananga dans le Kasaï central, Mbuji-Mayi, Kasaï oriental et Bukavu dans le sud Kivu. Un projet évolutif qui pèse environ 150 millions de dollars américains à raison de 31 millions de dollars par site. Ce projet va aider tous les pays pour développer l'éducation et promouvoir l'emploi. La construction de ces centres de formation standards internationaux s'étale sur 3 ans et rime sans conteste avec la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, portée par Antoinette Kipoulou dans le domaine spécifique qui fait appel aux ressources humaines qualifiées. La patronne de la formation professionnelle est appelée donc à visiter les différents projets similaires réalisés dans d'autres pays africains. Et puis le ministre d'État en charge du développement rural, François Robota, a visité mercredi 2 juin le projet du développement de la riziculture de la commune de Massina à Kinshasa. Une fois ce vaste projet relancé, le marché quinois sera approvisionné en riz. Les détails dans ce reportage. L'objectif poursuivi par cette descente est de permettre l'augmentation de la production afin de participer à l'autosuffisance alimentaire dans la ville-province Kinshasa. Pour que cela soit effectif, il y a des travaux à faire, entre autres le captage d'eau, orienter les canaux d'irrigation afin que la riziculture se fasse toute l'année. Outre les difficultés d'ordre financier décriées par le numéro 1 du développement rural, François Robota Masumbuko a également évoqué les problèmes liés aux constructions anarchiques. Il y a tous ces aspects que nous venons de constater sur terrain. Nous étions d'abord venus voir les difficultés à caractère financier. Nous allons nous y employer. Mais conséquemment à ça, on trouve qu'il y a d'autres difficultés liées aux personnes qui viennent habiter le site sans en avoir droit. Nous devons saisir les instances habilitées pour nous aider à faire en sorte que toutes ces difficultés que rencontrent les projets soient totalement mises de côté. Pour sa part, Théophile Matondo, directeur général au bureau central de la coordination, s'est réjoui de la présence du ministre d'État à cet endroit. Le projet vise à pouvoir augmenter la production, aussi la productivité du riz local, comme vous pouvez le constater. Donc il s'agit de pouvoir aménager l'ensemble de ces périmètres pour que le paysan puisse avoir la possibilité de pouvoir produire pendant toute l'année. François Robota veut promouvoir en riz le marché quinois, raison pour laquelle il appuie cette main d'œuvre.
Et puis le parti lumumbiste unifié se souvient de Luigi Gizenga, le secrétaire permanent de ce parti, un an après sa mort. C'était au cours d'une messe d'action de grâce dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Renette Koulonga. Il est né le 21 septembre 1965 et décède le 1er juin 2020. Luigi Gizenga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été le secrétaire permanent du parti lumumbiste unifié. Il avait une vision solide et l'appliquait systématiquement. Il était un pacifiste à réaviver l'esprit socialiste dans le parti. Il a fait l'ancrage de valeurs lumumbistes. Luigi Gizenga a redynamisé la jeunesse du Palou, qu'il honore comme celui qui a initié la révolution culturelle du parti. Il a engagé le Palou vers son 2e congrès en mettant en place une commission pour sa préparation. Il a cherché toujours dans la jeunesse le travail, le progrès, le socialisme. Il a beaucoup travaillé pour le développement de son pays. Malheureusement, il est mort sans avoir achevé sa vision. Une année après, une messe d'action de grâce a été dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo, dans la commune de Lingwala, en date du 1er juin 2021, en sa mémoire. On prit part à cette messe le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, son collègue de l'intégration régionale, Didier Mazenga Mukanzu, et le secrétaire permanent Aïe Godefroy Mayobo, ainsi que d'autres autorités de la République. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, revient d'une mission de travail dans le Grand Kivu. Et au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi à Kinshasa, la responsable de la MONUSCO a fait un état de lieu de la situation vécue sur le terrain. Mamita Bangoulou. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC au chevet des victimes de l'éruption du volcan Nyiragongo dans le Nord Kivu. Au cours de cette conférence de presse, la chef de la MONUSCO a fait savoir que les Nations Unies viennent de débloquer une somme de 1,2 million de dollars américains en faveur des sinistrés de Goma. Dès le démarrage de la situation, nous avons immédiatement apporté un appui technique à l'autorité et à l'observatoire de Goma avec les vols de reconnaissance pour analyser la situation du volcan. Nous avons également procuré de l'eau aux populations et aussi de la nourriture. Et ensuite sont venus les humanitaires pour amener tout ce qui est assistance et pour alléger les souffrances des populations dans les différents aspects. À propos de l'état de siège décrété dans la province du Nord Kivu, la MONUSCO appuie les forces armées de la RDC dans sa mission d'éradiquer les ADF et d'autres groupes armés qui sèment la désolation au sein de la population du Nord Kivu. Il y a des activités de protection qui ne sont absolument pas visibles aux yeux de tous et pourtant c'est une opération au quotidien de nos forces, de nos civils pour ce qui concerne la protection dans son sens le plus large. La situation des Goma préoccupe au plus haut point les Nations Unies, raison pour laquelle le programme alimentaire mondial PAM a déjà commencé à distribuer les vivres et apporter de l'eau potable aux déplacés ainsi qu'aux sinistrés de la catastrophe naturelle survenue à Goma dans le Nord Kivu. La mobilisation des recettes a fait l'objet d'une réunion au ministère de Commerce extérieur. Des précisions dans ce reportage. Dans une approche de proximité, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a tenu à rencontrer les chefs des divisions provinciales après l'atelier de 2 jours sur la mobilisation des recettes et la facilitation du commerce qui les a tous réunis à Kinshasa. Le défi, c'est de relever le niveau du ministère du Commerce extérieur en tant qu'un des leviers du développement économique par la qualité du travail. C'est vous qui prenez en charge ces problèmes et vous l'amenez dans tous les bureaux de l'État pour trouver des réponses parce que notre rôle est celui-là. Surtout lorsqu'il s'agit de l'import, exportateurs, importateurs, qui sont dans le commerce de transit. Qu'est-ce que je fais lorsque l'opérateur économique importateur, dans l'intérêt de l'État, dans l'intérêt des exportations. Nous sommes aussi les facilitateurs des importations. Il faut protéger l'industrie locale. Il faut des incitations fiscales. De leur côté, les chefs des divisions provinciales qui avaient apporté un cahier de charges relevant quelques questions d'ordre administratif se disent être impliqués dans cette bataille pour que la RDC soit de moins en moins dépendante de l'étranger. L'entretien
été bien passé avec son excellence. Les directives ont été données. Les chefs des divisions ont fait un petit mémo qu'on doit déposer auprès de son excellence pour les difficultés au niveau de la verrière. En tant que dépositaire du commerce extérieur, ces chefs de division provinciale, a martelé le ministre, doivent lever tout obstacle au commerce extérieur, car plus il y aura d'investisseurs, meilleure sera leur condition sociale. De son côté, le ministre d'État du Plan, Christian Mwando Simba, poursuit ses séances de travail avec les représentants du secteur privé et dans l'optique d'un état de lieu de l'environnement des affaires dans le pays et avec la COPEMECO et la FENAPEC. La question de l'accès au crédit pour la PME a occupé une bonne place. José Baïtouabou. Dresser un état des lieux lucides de l'écosystème dans lequel évoluent les petites et moyennes entreprises congolaises et du processus d'amélioration du climat des affaires, la motivation est celle qui justifie la démarche entreprise par le ministre d'État, ministre du Plan, en réunissant les représentants du secteur privé pour des échanges sans langue de bois. Après l'AFEC, la semaine dernière, le président du comité de pilotage climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements et de l'emploi, Christian Mwando Simba a prêté attention au tableau de la situation tel que dressé par le représentant de Fédération nationale des artisans, petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC, ceux de la Confédération de petites et moyennes entreprises du Congo, COPEMECO, ainsi que de la plateforme de l'entrepreneuriat féminin en République démocratique du Congo, PEF. Selon le résumé du ministre, il a trouvé que dans nos analyses, le problème qui est vraiment fondamental, c'est le problème de crédit, l'accès au crédit. Et on a parlé aussi du problème de l'accès au marché public. Parce que jusqu'à présent, le marché public, le PME ne sont pas vraiment accessibles à cause de beaucoup de conditions d'éligibilité qui existent. Nous sommes rassurés parce que partant de certaines réformes qui ont été déjà effectuées, nous en sommes sûrs qu'il y aura des bonnes choses. Christian Mwando Simba Kaboulou, qui a favorablement reçu les doléances de corporations professionnelles en vue du plaidoyer devant être mené auprès des autorités compétentes, a rassuré le secteur privé de l'accompagnement permanent et sans faille du gouvernement de la République. Cette délégation du secteur privé était accompagnée du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI. Et la journée internationale de la diversité biologique a vécu. Les activités sur la biodiversité se poursuivent. La dernière en date, la journée d'échange et de sensibilisation organisée à l'hôtel Léon dans la commune de La Gombe. Jean-René Kabamba, Serge Mata ont signé ce reportage. Ce forum a permis aux participants d'échanger et de partager leurs expériences sur les efforts positifs et la contribution notable des peuples autochtones et communautés locales dans la conservation durable de la biodiversité. Objectif affiché, assurer le suivi et le monitoring de la mise en œuvre de la Convention de la diversité biologique ainsi que ses mécanismes de mise en œuvre. La société civile a participé à ces consultations et a produit ses réflexions sur ce cadre-là. C'est la RDC aujourd'hui qui pilote le groupe de négociateurs africains sur la biodiversité. Et donc, cette voie va être portée au plus haut niveau pour que le cadre mondial qui sera adopté au cours de la COP 15 prévue à Kunming en Chine au mois d'octobre prochain puisse intégrer les amendements pertinents de la société civile et des communautés locales. Initiative saluée par certains partenaires ayant soutenu cette action de sensibilisation. En tant que nous, acteurs d'abord de la société civile, comment nous faisons partie de la solution. Et puis il y a aussi un peuple que nous savons qui maintiennent jusqu'aujourd'hui la biodiversité, le peuple des autochtones. Et voilà, on a voulu essayer un peu de présenter ce peuple-là et la valeur qu'ils détiennent. Rappelons-le qu'il est désormais établi que les derniers pronostics concernant la biodiversité sont alarmants et font état d'un déclin global sans précédent. Pour changer cette tendance, il est essentiel de transformer les rôles et les actions ainsi que les relations des personnes avec la biodiversité.
Allons dans le Lualaba où il y a eu ouverture de l'atelier sur le travail des enfants dans les sites miniers. Une occasion pour le gouverneur de province intérimaire de réaffirmer son engagement dans la lutte contre ce phénomène qui expose les enfants à l'âge de scolarité. Ce reportage a été signé par nos confrères de la RTNC Lualaba. Dans la salle de conférence Campi Aboma de Kolosi, de l'atelier de formation sur les bonnes pratiques pour lutter contre le travail des enfants dans l'artisanat minier en RDC. Ces travaux ont été lancés par le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Ils visent à combattre le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Bien avant, le commissaire du gouvernement provincial en charge du genre, famille et enfants, représenté par son directeur de cabinet, le directeur de cabinet du ministre provincial de Mines, Madame le directeur provincial du travail, fonction publique et prévoyance sociale, Marie-Louise Moussenga Mafo, et le directeur Coteco, organisatrice, se sont exprimés sur les contours du combat à mener contre le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, le contexte et la justification de l'activité. Prenant la parole pour le mot d'ouverture, Masuka Saini Fifi a invité les participants à mettre en pratique les recommandations de cet atelier afin de promouvoir les droits des enfants. Elle a insisté sur les efforts du président de la République, Félix Tshisekedi, qui, pour éradiquer ce phénomène, avait initié la gratuité de l'enseignement de base. Le projet Coteco du Bureau international du travail s'est investi pour venir ici et procéder au renforcement des capacités des citoyens lualabais, afin que tous nous soyons engagés dans la lutte contre cette activité ignoble qu'est le travail des enfants dans les mines. C'est avec des hommages le plus déférents que je suis en train de saluer et de soutenir la vision du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il a lancé la pratique de la gratuité de l'enseignement. Car ce qu'il veut dire, c'est l'activité de l'enfant, c'est les études, non son esclavage. L'autorité provinciale n'entend pas baisser la garde pour en découdre avec cette situation dans le Lualaba. Dans le Kwilu, l'exécutif provincial est pour les grossesses désirables et pour ce faire, un comité multisectoriel pour la planification familiale a été mis en place à Bandundu, chef-lieu de cette province. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Promis au Kwilu, un projet qui vise la promotion de la planification familiale, un comité multisectoriel est mis sur pied à Bandundu avec mission de booster les activités de la planification familiale en province. C'est le vice-gouverneur des provinces, Félicien Kiwaï-Mouadi, qui a procédé à l'installation de ces comités en présence des cadres du système de santé. Il a bien avant cette étape rassuré l'accompagnement du gouvernement provincial aux activités de ces comités et de mettre un vœu de voir d'autres partenaires s'impliquer aussi dans la réussite de cet objectif. Enfin, j'exhorte et j'encourage les animateurs du secteur de la santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire de la DPS Kwilu à la mise en œuvre effective des recommandations qui vont découler dans cet atelier. C'est sur cette exhortation que je déclare lancer les travaux de l'installation du comité technique multisectoriel, de la planification familiale ainsi que de la présentation du projet promis dans notre province pour renforcer l'offre des soins de la planification familiale et réduire la mortalité maternelle et néonatale. Occasion pour Ali Cher, représentant des mairies Stop International, chargé de mise en œuvre du projet Promis, de faire un bref aperçu sur ces projets qui, d'après lui, va résoudre certains problèmes sociaux au Kwilu. Ensuite, le procès verbal d'installation de ce comité a été soumis à l'autorité pour signature, signe de son approbation. Retenu en dernier lieu, ce projet Promis cible dans son exécution toutes les zones de santé de la province du Kwilu. Le cancer des seins et la santé de la reproduction, les deux thématiques ont été exploitées au cours d'une conférence débat devant les femmes journalistes membres en santé. Rodépanda. Comme il faut de la santé sexuelle et reproductive est un moyen par excellence de garantir la vie de la femme, éviter la mortalité maternelle en vue d'une stabilité familiale et rester attentif ou attentive pour toute malformation sur les seins maternels pour prévenir et éviter le cancer des seins, une pathologie qui tue silencieusement
Ce sont là les deux sujets abordés tour à tour par deux expertes oratrices, le docteur Anne-Marie, directrice du Programme national de la santé des reproductions, et le professeur docteur Gertrude Louyeye, spécialiste en cancer des seins. C'était au cours d'une conférence débat organisée à l'intention des femmes journalistes, membres de l'Union et communicateurs en santé IJSAB, assisté de hommes jarrés. Pour la première oratrice sur la santé de la reproduction, le système de planification familiale avec différentes méthodes et techniques reste la plus grande recommandation à l'endroit de la population. Les journalistes devaient relayer ce message, a exhorté le docteur Anne-Marie. Le cancer des seins, une maladie dont la cause reste inconnue et non infectieuse, donc non contagieuse, exige tout de même une bonne surveillance du corps pour bien se prévenir. Sinon, pour toute éventualité suspecte, voir un médecin pour un test de la mammographie est conseillé à tous les hommes comme femmes, a martelé le professeur Dr Louyeye. Selon les deux oratrices, la première soutient d'éviter beaucoup d'enfants et trop de grossesses, sinon bien espacer les différentes grossesses. Et la seconde pense qu'avoir beaucoup d'enfants ou peu d'enfants importe moins. Seulement, il faut beaucoup allaiter son enfant pour combattre toute tentative de cancer des seins. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et retrouvez Christine Lenzo à 20h pour la suite de l'actualité.